Je me tenais au bord du cimetière, observant les flocons de neige fondre sur la terre fraîchement retournée de la tombe de Marguerite. Il n'y avait personne, à part le gardien qui, au loin, chargeait son matériel dans une camionnette. L'enterrement s'était terminé 2 heures plus tôt. J'étais le seul à être resté. L'officiant m'avait demandé si je préférais attendre la famille avant de commencer. Je lui avais dit de lancer la cérémonie. Aucune famille n'allait venir. Nos enfants, Mathieu et Juliette, avaient tous les deux envoyé un SMS la veille. Mathieu était coincé à Paris, en pleine préparation de dossier capital. Juliette avait une visite immobilière très importante à Bordeaux, impossible à décaler. Il promettait de passer bientôt, de se rattraper, d'expliquer dès que les choses se calmeraient. Je n'avais répondu à aucun des 2 messages. Le vent glacial perçait mon manteau. Je me suis agenouillé près de la tombe, posant ma main sur la terre froide. 4 ans. 4 ans depuis le diagnostic. 4 ans à regarder la maladie de Charcot voler ma femme, morceau par morceau. 4 ans à apprendre à manipuler des sondes gastriques, un aspirateur de mucosité, des tableaux de communication. 4 ans à dormir dans un fauteuil à côté de son lit médicalisé parce qu'elle avait peur de s'étouffer seule la nuit. 4 ans pendant lesquels nos enfants sont venus nous voir, en tout et pour tout, 11 fois. J'ai compté. Au début, quand elle pouvait encore tenir un stylo, Marguerite tenait un journal. Elle y notait chaque appel, chaque visite, chaque excuse. Plus tard, quand ses mains ne répondaient plus, je suis devenu son scribe. Elle éplait les mots, lettre par lettre, en suivant des yeux un tableau que j'avais fabriqué, et j'écrivais pour elle. La dernière note datait de 3 semaines avant sa mort. Thomas, avait-elle lentement épelé, ses yeux se déplaçant avec une application infinie sur les lettres. Promets-moi quelque chose. J'attendais, le stylo prêt. Ne les laisse pas te faire culpabiliser. Je fermais les yeux, sentant la neige s'accumuler sur mes épaules. Le parking derrière moi était vide, à l'exception de mon vieux 4x4. Même nos voisins, les Dubois, qui nous apportaient des gratins 2 fois par semaine depuis 6 mois, étaient partis 1 heure auparavant. Bernadette Dubois m'avait serré dans ses bras, les larmes aux yeux, en me murmurant que Marguerite avait eu de la chance de m'avoir. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais seul. Mon téléphone vibra. Un SMS de Mathieu. « Papa, je suis tellement désolé de ne pas avoir pu venir. Ce dossier est crucial. J'essaierai de passer le mois prochain. Je t'aime. » Je remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Le mois prochain. C'est ce qu'il avait dit le mois dernier, et celui d'avant. La dernière fois que Mathieu était venu, c'était il y a 14 mois, pour exactement 1h30, un dimanche après-midi. Il avait passé le plus clair de son temps au téléphone dans sa voiture pour le travail. La dernière visite de Juliette remontait à 10 mois. Elle avait amené son nouveau petit ami, un homme dont j'ai oublié le nom. Ils étaient restés pour le dîner, avaient pris plusieurs photos d'eux avec Marguerite en arrière-plan, les avaient postées sur les réseaux sociaux avec des légendes sur l'importance de la famille et étaient partis avant le dessert parce qu'ils avaient une réservation dans un restaurant à la mode. Je me relevai enfin, mes genoux protestants. 68 ans, dont 32 chez les sapeurs-pompiers de Lyon, et je ne pouvais toujours pas m'agenouiller sur le sol gelé sans le payer plus tard. J'époussetai la neige de mon pantalon et jetai un dernier regard à la tombe. « J'ai tenu ma promesse, Margot, dis-je tout bas, et je tiendrai toutes les autres. » Le trajet jusqu'à la maison dura 20 minutes sous la neige tombante. Notre maison, celle que nous avions achetée 43 ans plus tôt à la naissance de Mathieu, se trouvait au bout d'une rue calme bordée de sapins. L'allée était couverte de neige fraîche. Il faudrait que je la déblaie, même si ça me paraissait bien inutile. Personne n'allait venir. À l'intérieur, la maison était exactement comme je l'avais laissée le matin. Le lit médicalisé dominait toujours le salon, même si l'entreprise devait venir le récupérer le lendemain. Le fauteuil roulant de Marguerite était plié dans un coin. Son tableau de communication reposait sur la table basse, les lettres polies par des années de son regard glissant dessus. Je me fis un café et m'assis dans mon fauteuil, celui dans lequel j'avais dormi pendant 4 ans.
Le coussin était déformé sur le côté gauche, là où je me blottissais chaque nuit. Assez près pour entendre si la respiration de Marguerite changeait. Assez près pour l'atteindre si elle avait besoin de moi. Le téléphone fixe sonna. J'ai failli ne pas répondre, mais un vieil instinct me poussa à décrocher. « Monsieur Lambert ?» fit une voix de femme que je ne reconnus pas. « C'est moi. » Ici maître Hélène Chevalier, du cabinet Chevalier et Associés. J'étais l'avocate de votre femme. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Merci. Je sais que le moment est mal choisi, mais je dois fixer un rendez-vous avec vous dès que possible. Il y a des documents à examiner et, étant donné les circonstances que Marguerite a décrites, le temps est un facteur important. Je fronçai les sourcils. Quelles circonstances? Je préférerais en discuter en personne. Demain matin, cela vous irait? Disons 10 heures, à mon cabinet. Demain, c'est parfait. Excellent. Et monsieur Lambert, s'il vous plaît, ne parlez de cet appel à personne pour l'instant. Les instructions de Marguerite étaient très claires sur ce point. Elle raccrocha avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Je suis resté là, le combiné à la main, perplexe. Marguerite et moi avions réglé nos testaments il y a des années, des documents simples, où nous nous légions tout mutuellement, puis aux enfants après notre départ à tous les deux. Qu'est-ce qui pouvait bien être si urgent? La réponse arriva le lendemain matin. Je fus réveillé par le bruit d'une portière de voiture qui claque. Un instant, désorienté par le sommeil, je crus que c'était l'infirmière qui arrivait pour son service du matin. Puis je me suis souvenu. Plus d'infirmière, plus de routine matinale de médicaments, de changements de position et de doux encouragements. Juste le silence. Je me levai du fauteuil, le dos en compote, et regardais par la fenêtre. La BMW de Mathieu était garée dans mon allée. Au même moment, la Mercedes de Juliette se gara derrière. Mes enfants étaient là. J'ouvris la porte avant qu'ils ne frappent. Mathieu portait un costume cher malgré l'heure matinale. Juliette portait des vêtements de marque et qui coûtaient probablement plus cher que les mensualités de mon 4x4. Aucun des deux n'avait l'air d'avoir pleuré. « Papa !» Mathieu s'avança, les bras ouverts pour une étreinte. Je ne bougeais pas. Après un silence gêné, il laissa retomber ses bras. « On est venu aussi vite qu'on a pu. Je suis vraiment désolé pour hier. Le dossier... » « Entrez, l'interrompis-je. Inutile de discuter sur le pas de la porte. Ils me suivirent à l'intérieur. Je vis le regard de Juliette balayer immédiatement la pièce. Je compris qu'elle faisait le calcul mental, l'agente immobilière évaluant le bien, son contenu, sa valeur potentielle. Elle avait toujours été douée avec les chiffres. « Un café ?» proposai-je. « Non, ça va », dit Mathieu en s'asseyant sur le canapé sans y avoir été invité. « En fait, papa, on n'a pas beaucoup de temps. Je dois être de retour à Paris ce soir et Juliette a des rendez-vous demain. »« Bien sûr. » Juliette s'assit à côté de son frère et ils échangèrent un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Finalement, Mathieu se racla la gorge. « Papa, il faut qu'on parle de la succession maman. »« La succession ? » Oui, je sais que ça peut paraître rapide, mais il y a des implications fiscales, les transferts de propriété, beaucoup de complexité juridique. En tant qu'avocat, je peux te dire qu'il vaut mieux gérer ça vite et bien plutôt que de laisser traîner les choses. Je me versai un café en prenant mon temps. Je vois. La maison, évidemment, il faut s'en occuper, ajouta Juliette. Le marché dans le coin a beaucoup grimpé. J'ai regardé quelques biens similaires hier soir et on pourrait sûrement en tirer 500 000 €, peut-être 550 000 € si on la met bien en valeur. Tu as regardé ça hier soir. Elle eut la décence de paraître un peu mal à l'aise. Eh bien, je voulais être prête à t'aider, papa. C'est mon métier. Quelle attention. Mathieu se pencha en avant. Et puis, il y a le chalet. Le voilà, le chalet. Marguerite et moi avions acheté un petit chalet en Savoie il y a 35 ans. Rien d'extraordinaire, juste 2 chambres sur un terrain de 1000 mètres carrés avec vue sur les montagnes. Nous y passions tous nos étés quand les enfants étaient petits. C'est là que j'ai appris à Mathieu à pêcher, que Juliette a appris à reconnaître les oiseaux,
où nous dînions en famille sur la terrasse en regardant les étoiles apparaître. Nous n'avions pas pu y aller ces 4 dernières années. L'état de Marguerite rendait tout voyage impossible. Le chalet, répétai-je. Oui, je l'ai fait estimer le mois dernier. Mathieu sortit son téléphone et fit défiler ses emails. La valeur actuelle est d'environ 700 000 €, peut-être plus si on trouve le bon acheteur. Beaucoup de gens de Lyon et de Grenoble cherchent des biens à la montagne en ce moment. Tu l'as fait estimer le mois dernier, pendant que ta mère était en train de mourir. La pièce devint silencieuse. Juliette se tortilla sur le canapé. Mathieu eut la pudeur de détourner le regard. « Papa, je sais comment ça sonne, commença Mathieu. Vraiment ? Mais il faut être pragmatique. Tu as 68 ans. Tu ne peux pas entretenir 2 propriétés tout seul. Surtout le chalet, c'est trop de travail. La chose intelligente, rationnelle, c'est de vendre les 2, de partager le produit de la vente et de t'installer dans un bel appartement neuf, quelque part sans entretien, près des services médicaux. Il s'échauffait, passant en mode avocat. Et légalement, c'est assez simple. La moitié du patrimoine de maman te revient. Ensuite, lors de la distribution, tout est divisé à part égale entre nous 3. La maison et le chalet devront être vendus pour assurer la liquidité nécessaire à un partage équitable. J'ai déjà rédigé les documents préliminaires. Je posai ma tasse de café très délicatement. Tu as rédigé des documents ? Juste des brouillons pour gagner du temps. Pendant que tu étais trop occupé pour assister à l'enterrement de ta mère. Silence à nouveau. Plus long cette fois. Juliette prit la parole, la voix sur la défensive. « Papa, ce n'est pas juste. On voulait tous les 2 être là. Mais la vie, c'est comme ça. Le travail. On ne peut pas tout laisser tomber sur un coup de tête. » « Non, approuvai-je. Tout le monde ne peut pas tout laisser tomber. Certains ont des réunions importantes, des visites importantes, des dossiers importants. Dis-moi quelque chose, Juliette. C'était quand la dernière fois que tu as rendu visite à ta mère ? Elle rougit. Ça a été compliqué avec le travail et 10 mois. Tu es venu il y a 10 mois pour 3 heures. Tu as pris des photos pour Instagram et tu es parti plus tôt pour une réservation au restaurant. J'avais des projets. Et toi, Mathieu, 14 mois, 1h30. Dont la majeure partie passée à prendre des appels professionnels dans ta voiture. Je suis venu quand j'ai pu. Ma voix montait maintenant. Quelque chose de dur et de colérique perçait l'engourdissement. Votre mère a eu la maladie de Charcot pendant 4 ans. 4 ans! Vous savez ce que ça veut dire? Vous en avez la moindre idée? Il me dévisageait, silencieux. Ça veut dire que j'ai appris à utiliser une sonde gastrique parce qu'elle ne pouvait plus avaler. Ça veut dire que j'ai appris à utiliser un aspirateur de mucosité parce qu'elle ne pouvait plus se dégager la gorge toute seule. Ça veut dire que je lui donnais son bain, que je l'habillais, que je la retournais toutes les 2 heures pour qu'elle n'ait pas d'escarre. Ça veut dire que j'ai dormi dans ce fauteuil pendant 4 ans, parce qu'elle était terrifiée à l'idée de s'étouffer dans son sommeil. « Papa, on sait que tu t'es occupé. Vraiment ?» me levai-je. Est-ce que vous savez qu'elle pleurait quand elle ne pouvait plus me dire « je t'aime » avec sa propre voix? Est-ce que vous savez qu'elle épelait des messages lettre par lettre avec ses yeux parce que c'était tout ce qui lui restait? Est-ce que vous savez qu'elle demandait de vos nouvelles chaque jour, se demandant quand vous alliez venir, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi vous étiez trop occupé? Juliette pleurait maintenant. La mâchoire de Mathieu était serrée. « Je vous ai appelé, continuai-je, tous les 2. Je vous ai appelé quand son état déclinait. Je vous ai appelé quand les soins palliatifs ont dit que c'était le moment. Je vous ai prévenu, 48 heures à l'avance, et vous n'avez même pas daigné vous montrer. On a essayé. Non. Le mot sortit, plat, définitif. Vous n'avez pas essayé. Essayer, ça aurait été de prendre un train. Essayer, ça aurait été de dire à votre patron que vous aviez besoin de quelques jours. Essayer, ça aurait été d'être ici. Ce que vous avez fait, c'est envoyer des SMS et des excuses. Je me dirigeais vers la table basse et pris le tableau de communication de Marguerite, passant mes doigts sur les lettres usées. Votre mère savait.
Elle savait que vous ne viendriez pas. Et vous savez ce qu'elle m'a éplé la veille de sa mort? Elle a éplé. Dis-leur que je les aime quand même. Juliette cacha son visage dans ses mains. Mathieu fixait le sol. Alors non, Mathieu. Je ne vendrai pas la maison. Je ne vendrai pas le chalet. Et je ne discuterai pas de ma succession avec vous. Papa, légalement, j'ai rendez-vous avec une avocate dans 1 heure. Je vous suggère de partir maintenant. Mathieu se leva, son expression durcit. Très bien. Mais sache que si tu prévois de nous déshériter, nous contesterons. Maman n'aurait pas voulu ça. Elle nous aimait. Elle vous aimait, oui. Dieu sait pourquoi, mais elle vous aimait. Malgré tout, elle n'a jamais cessé de vous aimer. Mais l'amour, ce n'est pas récompenser des gens qui n'ont même pas pris la peine de venir. Ils partirent sans dire au revoir. Je les ai regardés par la fenêtre, assis dans leur voiture pendant plusieurs minutes, parlant au téléphone. Mathieu gesticulait avec colère. Juliette pleurait. Finalement, ils sont partis. Je me suis rassis dans mon fauteuil et j'ai attendu 10 heures. Le cabinet de maître Chevalier se trouvait dans un immeuble modeste du centre-ville. Elle vint me chercher elle-même dans la salle d'attente, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant et à la poignée de main ferme. « Monsieur Lambert, merci d'être venu. Suivez-moi, je vous prie. » Son bureau était sobre et professionnel, les murs tapissés de livres de droit. Elle m'invita à m'asseoir et prit place derrière son bureau. « Je vais aller droit au but, dit-elle. Votre femme est venue me voir il y a 3 ans, peu après son diagnostic. Elle voulait mettre à jour son testament et créer plusieurs autres documents juridiques. Elle n'en a jamais parlé. Elle m'a demandé de ne pas vous le dire. Elle disait que vous essayeriez de l'en dissuader, que vous insisteriez sur le fait que vous n'aviez pas besoin de protection. Maître Chevalier sourit légèrement. Elle a dit que vous étiez têtu comme ça. Ça ressemblait bien à Marguerite. Quel genre de document? L'avocate ouvrit un dossier. Premièrement, un testament révisé. Deuxièmement, un registre détaillé des soins prodigués et des contacts familiaux. Troisièmement, plusieurs attestations de professionnels de la santé et de voisins. Et quatrièmement, une lettre à vous remettre après son décès. Elle me tendit une enveloppe. L'écriture de Marguerite, tremblante mais lisible, à l'extérieur. Pour Thomas, à lire en premier. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Mon très cher Thomas, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et tu es probablement troublé par mes cachotteries. J'en suis désolé. Mais je savais que tu n'accepterais jamais de te protéger, alors j'ai dû le faire pour toi. Je connais nos enfants. Je les aime, mais je les connais. J'ai observé ces 3 dernières années comment ils se sont éloignés, comment les visites se sont raréfiées et les excuses sont devenues la routine. J'ai gardé une trace de chaque appel, chaque visite, chaque promesse non tenue. Non pas pour leur faire du mal, mais parce que je devais documenter la vérité. Tu as tout sacrifié pour prendre soin de moi. Ta retraite, ta liberté, ta vie sociale, ton sommeil. Tu as appris des gestes médicaux que je n'aurais jamais imaginé te demander. Tu m'as tenu la main chaque jour et tu m'as dit que j'étais belle, même quand je ne pouvais plus bouger ni parler. Nos enfants, eux, ont envoyé des SMS. Je ne leur permettrai pas de te prendre quoi que ce soit après mon départ. La maison est à toi, le chalet est à toi, tout est à toi. Non pas parce que je n'aime pas Mathieu et Juliette, mais parce que l'amour, c'est aussi protéger la personne qui était vraiment là. J'ai préparé des documents que Maître Chevalier présentera si nécessaire. J'ai des attestations du docteur Martin sur qui assistait à mes rendez-vous médicaux. J'ai les rapports des infirmières des soins palliatifs sur qui elles ont rencontré lors de leur visite. J'ai des déclarations sur l'honneur des Dubois, des Letellier et des Garcia, qui t'ont tous vu t'occuper de moi jour après jour, pendant que nos enfants ne trouvaient pas le temps d'appeler. Si Mathieu et Juliette acceptent cela avec dignité, ces documents ne seront jamais nécessaires. Mais s'ils contestent, s'ils essaient de prétendre que tu es injuste ou qu'ils méritent une part égale d'une vie à laquelle ils n'ont pas participé, alors Maître Chevalier a tout ce qu'il faut. Je t'aime, Thomas. Merci pour chaque jour, chaque heure, chaque instant. Merci d'être celui qui est resté. Pour toujours, Marguerite.
J'ai dû m'arrêter de lire 2 fois, incapable de voir à travers mes larmes. Maître Chevalier attendit patiemment, une boîte de mouchoirs sur son bureau. « Elle a tout documenté », dit-elle doucement, quand je relevai enfin les yeux. Les dossiers de l'hôpital vous désignant comme le seul contact d'urgence, la seule personne présente au rendez-vous. Les relevés téléphoniques montrant des contacts minimes de la part de vos enfants. Des attestations de voisins sur vos soins exclusifs. Des photos horodatées montrant que vous étiez le seul visiteur pendant ces dernières semaines en soins palliatifs. Elle pensait vraiment qu'il contesterait. Elle savait qu'il le ferait. Et elle avait raison. Maître Chevalier sortit un autre document. « J'ai reçu un appel de votre fils il y a 20 minutes. Il menace déjà d'une action en justice. » Je n'étais pas surpris. « Et maintenant ? Maintenant, je dépose le testament auprès du tribunal. Votre fils le contestera formellement. Nous présenterons les documents de Marguerite. Le juge statuera. Vu les preuves, je suis très confiante quant à l'issue. Mais je veux que vous soyez préparés à ce que ça devienne déplaisant. Vos enfants diront des choses, leurs avocats diront des choses. Ce sera douloureux. C'est déjà douloureux, je sais. » Elle se pencha en avant. « Monsieur Lambert, je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de conflits familiaux autour des successions, mais j'ai rarement vu un dossier aussi solide que celui que votre femme a préparé. Elle a passé 3 ans à construire cette défense parce qu'elle vous aimait et savait que vous en auriez besoin. Ne laissez pas la culpabilité vous faire céder. » Je pensais à Marguerite, incapable de parler, de bouger, utilisant ses dernières forces pour épeler des instructions avec ses yeux, me protégeant alors qu'elle pouvait à peine respirer. Je ne céderai pas. La bataille juridique dura 4 mois. Mathieu engagea un avocat parisien très cher. Juliette se joignit à la contestation. Leur argument était que j'avais exercé un abus de faiblesse sur Marguerite, que ses facultés mentales étaient altérées par la maladie et que son testament était le produit d'une manipulation. Maître Chevalier les a anéantis. Elle présenta le témoignage du docteur Martin, qui affirma que Marguerite avait été parfaitement lucide jusqu'à sa dernière semaine. Elle présenta les pages du journal de la main même de Marguerite, datées et certifiées. Elle présenta le témoignage des infirmières qui m'avaient vu dispenser des soins pendant que mes enfants envoyaient des SMS. Elle présenta les attestations de 8 voisins différents, détaillant précisément qui ils avaient vu aller et venir pendant 4 ans. Elle présenta des relevés téléphoniques montrant que, dans la dernière année de la vie de Marguerite, Mathieu avait appelé 6 fois et Juliette 4 fois. La durée moyenne des appels était de 8 minutes. Elle présenta des dossiers prouvant que j'avais assisté à 214 rendez-vous médicaux, séances de kiné et hospitalisation. Mathieu en avait assisté à 1, Juliette à 0. Le juge examina le tout en silence, puis il regarda mes enfants. « Je comprends que vous vous sentiez traité injustement, dit-il. Mais l'équité, ce n'est pas nécessairement l'égalité. Votre mère a choisi de léguer ses biens à la personne qui était réellement présente pendant sa maladie. Ce n'est pas un abus de faiblesse, c'est la conséquence de vos choix. » Il rejeta la contestation. Les frais de justice furent mis à la charge de Mathieu et Juliette. Le testament fut validé tel quel. Après l'audience, assis dans mon 4x4 sur le parking du tribunal, j'ai pleuré. Pas de soulagement ou de victoire, but de chagrin. Le chagrin pour la famille que nous avions été, pour les enfants qui pêchaient avec moi au chalet et reconnaissaient les oiseaux sur la terrasse. Le chagrin pour ce qui avait été perdu bien avant la mort de Marguerite. Mon téléphone vibra. Un SMS de Mathieu. « J'espère que tu es content. Tu as détruit cette famille. » Je l'ai effacé sans répondre. Juliette envoya un message 1 heure plus tard. « On ne te pardonnera jamais pour ça. » Je l'ai effacé aussi. C'était il y a 6 mois. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis. La maison est calme maintenant. Le matériel médical a été enlevé. Le tableau de communication de Marguerite est rangé dans une boîte que je n'arrive pas à donner. Mais j'ai gardé le chalet. J'y monte 1 fois par mois, généralement le vendredi.
Je passe le week-end à réparer ce qui doit l'être, à débroussailler, à entretenir la propriété. Parfois, les Dubois m'accompagnent. Ils ont perdu leur propre fils d'un cancer il y a 3 ans, et nous avons une sorte de complicité maintenant. Une fraternité de ceux qui savent ce qu'il en coûte de voir quelqu'un que l'on aime s'éteindre. La semaine dernière, j'étais assis sur la terrasse du chalet à regarder le coucher de soleil quand une jeune famille est arrivée au chalet d'à côté, celui qui venait d'être vendu. Ils avaient 2 enfants, de 8 et 10 ans environ. Les gamins se sont mis à explorer, courant et riant partout. Le père s'est approché pour se présenter. David, de Lyon, ingénieur en informatique. Sa femme, Sarah, est enseignante. Il cherchait un pied-à-terre à la montagne depuis des années. « C'est incroyable ici », dit-il en regardant autour de lui. « Parfait pour se créer des souvenirs de famille. »« Oui, confirmai-je. Oui, ça l'est. » Je les ai invités à dîner. On a fait des grillades sur la terrasse. Les enfants ont posé 100 questions sur les animaux, les sentiers, la pêche. David et Sarah m'ont parlé de leurs projets pour le chalet, des traditions qu'ils voulaient instaurer. Je me suis surpris à leur parler de Marguerite, de comment j'avais appris à mes propres enfants à pêcher ici, des oiseaux que Juliette reconnaissait, des dîners en famille sur cette même terrasse. « Vos enfants viennent encore vous voir ?» demanda Sarah. « Non, dis-je simplement. Ils ont des vies bien remplies. » Elle parut triste, mais n'insista pas. David changea de sujet, me demandant les meilleurs sentiers de randonnée. Plus tard, après leur départ, je suis resté seul sur la terrasse avec une bière, à regarder les étoiles apparaître. Les mêmes étoiles que Marguerite et moi regardions ensemble. Les mêmes que j'avais montrées à Mathieu et Juliette quand ils étaient assez jeunes pour croire que leur père savait tout. J'ai pensé à la lettre de Marguerite, à ses dernières instructions, au choix qu'elle avait fait pour me protéger, même si cela lui coûtait le semblant d'harmonie familiale. J'ai pensé à l'équité et à l'amour, et à la différence entre les deux. Et j'ai pensé aux mots qu'elle avait épelés, lettre par lettre, dans ces derniers jours. Ne les laisse pas te faire culpabiliser. Je ne me sens pas coupable. Je suis triste, parfois en colère. Je ressens le poids des relations perdues et de la confiance brisée. Mais je ne suis pas coupable. Parce que j'étais là, quand ça comptait, quand c'était dur, quand il n'y avait rien de glorieux ou de pratique là-dedans, j'étais là. Et c'est ça que Marguerite savait. C'est ça qu'elle a documenté. C'est ça qu'elle a protégé. Pas l'argent, pas les biens, pas un héritage. La vérité. La vérité, c'est que l'amour ne se mesure pas en promesses, en SMS ou en bonnes intentions. Il se mesure en présence, en étant là. En restant quand on a envie de partir. En apprenant à manipuler des sondes gastriques et des tableaux de communication parce que la personne qu'on aime en a besoin. Mes enfants n'ont pas appris cette leçon. Peut-être qu'un jour ils le feront. Peut-être qu'ils affronteront leurs propres épreuves et comprendront enfin ce qu'il en coûte d'être vraiment là pour quelqu'un. Je l'espère. Pas pour moi, mais pour eux. Parce que la vraie tragédie, ce n'est pas qu'ils aient perdu un héritage. C'est qu'ils aient perdu 4 ans qu'ils auraient pu passer avec leur mère. 4 ans d'instants qui ne reviendront jamais. De conversations qui n'auront jamais lieu. De souvenirs qui n'ont jamais été créés. Ils ont choisi le travail. Ils ont choisi la facilité. Ils ont choisi leur propre confort. Et quand Marguerite est morte, ils ont choisi d'être en colère contre moi plutôt que de remettre en question leur propre choix. C'est quelque chose que je ne peux pas réparer. C'est quelque chose qu'ils devront affronter seuls. Quant à moi, j'ai ce chalet, j'ai mes souvenirs, j'ai la certitude d'avoir tenu chaque promesse faite à Marguerite. J'ai des voisins qui comprennent, j'ai de nouveaux amis comme David et Sarah qui construisent leurs propres traditions juste à côté. Et j'ai la satisfaction de savoir que le jour venu, je n'aurai aucun regret sur l'homme que j'ai choisi d'être. Ça vaut plus que n'importe quel héritage. Ça vaut tout. Le lac en contrebas du chalet est immobile, reflétant les étoiles. Au loin, le cri d'une chouette résonne. Ce son solitaire et envoûtant que Marguerite aimait tant. Je lève ma bière vers le ciel. J'ai tenu mes promesses, Margot, dis-je tout bas. Toutes. Les étoiles ne répondent pas, mais je sais d'une manière ou d'une autre qu'elle sait, et ça me suffit.
Le chalet est silencieux, la nuit est paisible, et je le suis enfin, moi aussi.